Bonjour et bienvenue dans 2015 Histoire. Alors aujourd'hui, deux grandes thématiques. Nous allons vous expliquer ce qu'est l'art brut grâce à deux grands événements, l'expo Monsens au BAM et le festival Chambard au Château d'Avray. Nous prendrons ensuite la direction d'Anzy pour un festival tout en multiculturalité. Anzy, village du monde. Une ode à la différence aujourd'hui dans 2015 Histoire. Parce que toi aussi, Ruben, tu es différent. Mais bien sûr, Sophie, comme tout le monde, hein, on est tous différents, c'est très bien. Bonjour tout le monde, bonjour Sophie. Oui, aujourd'hui, on va vous présenter, on va parler d'art brut, mais moi, j'aimerais bien féliciter à l'équipe montoise qui vient de gagner son championnat, le championnat français de slam. C'est l'équipe montoise composée de 4 membres. Ici, c'est le montois roi du slam. Voilà, entre autres, on voit Meggy qui avait démontré son talent ici. Absolument, dans le plateau. Elle nous a fait un chouette slam en direct qui avait fort ému Karel Ménine, la responsable de la programmation littéraire de Mons 2015. Voilà, ici à Souvenez-vous. Mons, on est champion français du slam. C'est quand même pas mal. Magnifique. Et aussi, on a une autre deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on a des nouveaux fans. On a des nouveaux Des fans. nouveaux fans. Des nouveaux likes. Ah, des nouveaux likes magnifiques. Des nouveaux likes, de tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Des noms. Sur notre page Facebook, on a Nicolas, Alexandra, Zacharia, Wen, Audrey, Roseline, Sabine, Gianni, Michel, Jean, Fabienne, etc. Voilà, si vous voulez participer avec nous, commenter notre émission, mettre des photos, n'hésitez pas. C'est 2015 Histoire. Comment on fait? On a un petit panneau pour ça? Bien sûr, Ben oui, on le voit ici. C'est 2015 Histoire et notre hashtag sur Twitter pour réagir en direct. Vous pouvez tweeter maintenant, c'est hashtag 2015H. Vous aimez bien les chaussures de Sophie? Vous les tweetez. Absolument. Alors, d'autres bonnes nouvelles, bien sûr, ce sont les good news traditionnelles. Dedans, il y a du soleil, de la lumière, de la photo, même du champ de bataille. On va découvrir ça tout de suite. La Triennale de la photographie prend ses quartiers aux ateliers de la FUCAM. Organisée par le Royal Photo Club Montois, cette exposition est le point d'orgue du projet Mons en 2015 photo. Les 100 meilleurs clichés constituent l'édition 2015 de cette Triennale de la photographie. Les photos présentées sous la forme de tirage papier sont visibles jusqu'au 26 septembre. L'été, on se nourrit de soleil et on fait le plein de lumière, un peu comme les tournesols. Sun City, c'est pour bientôt. Les 12 000 bébés se portent bien. Les plans arrivent à Mons fin de ce mois et seront pris en charge par le service des espaces verts de la province de Hainaut. Le labyrinthe de tournesols installé sur la Grand Place sera certainement l'une des attractions majeures de l'Escale, la 3e saison de Mons 2015. Napoléon, tout le monde en parle, et nous aussi, même si Waterloo n'a pas été une partie de plaisir, surtout pour les conscrits. C'est d'ailleurs à eux que le Mons Memorial Museum consacre sa première exposition temporaire. Un numéro, un destin au service de Napoléon vous propose de vivre l'expérience de la conscription comme si vous y étiez. En 1792 pour la bataille de Jemappes et en 1815 pour celle de Waterloo. Une exposition accessible aussi durant tout l'été. Et après les good news, la petite sélection de tweets, enfin la grande sélection de tweets de Ruben. Bien sûr, on a 4 bons plans, bons plans pour cet été, pour tout de suite. Ici, notre premier bon plan, c'est apprendre à faire du pain à l'ancienne boulangerie militaire. Ici, maintenant, c'est devenu le nouveau jardin suspendu de Mons 2015 et vous pouvez participer à des ateliers pour apprendre à faire votre propre pain. Par exemple, avec la famille, vous pouvez aller avec vos enfants, pendant que vos enfants jouent, vous apprenez à faire votre propre pain. Votre propre pain, c'est génial. Ça, c'est bien. Notre deuxième tweet nous amène à Mons-les-Bains. C'est une installation avec du sable, avec des cocktails, avec de la musique un peu estivale qui va avoir lieu au Loto Mons Expo. Et voilà, il faut juste préparer son maillot. Toi, tu es prête? Sophie, tu as préparé ton maillot? Mais bien sûr que j'ai préparé mon maillot, Ruben. Je suis épilée, tout ça. Enfin voilà. T'es totalement sûre? prête, oui, je suis sûre. Ok, ça va, c'est bien, ça me rassure. Et notre troisième tweet, c'est les feux de la Saint-Jean. Les feux de la Saint-Jean, c'est une fête millénaire que ça fait
des centaines d'années qui existe. C'est pour fêter l'arrivée de l'été. Cette année, il va y avoir encore des actions spéciales pour cette année, comme par exemple les balles populaires, où il y aura un dance-fleur, un parquet pour un dance-fleur. Oui. Ça, ce serait une super idée. Oui, tu peux danser au maillot si tu veux. Tu sais qu'on me demande justement si toi, tu t'es épilé le maillot là, dans l'oreillette. Quand même. Bon, au feu de la Saint-Jean, vous pouvez aller au dance-fleur Ruben est et perturbé. danser au son des chansons françaises. Voilà. Et notre quatrième bon plan, c'est la totale aujourd'hui, c'est la Joran Folie Melbourne. Demain soir, vous allez à la Maison Folie et vous allez rencontrer des artistes, des performeurs, des comédiens, tout aux couleurs Melbourne, australien, kangourou. Et voilà. Et moi, entre autres, il y a un artiste australien à la maison. Un kangourou? Oui. Non, pas un vrai. Bon, alors un vrai artiste, on va en parler aussi dans la minute de l'artiste. Et ce n'est pas d'un artiste dont on va vous parler maintenant, c'est de 7 artistes. Il s'agit d'un collectif, un collectif qui a créé une BD commune autour de Jack l'Éventreur. Alors leur porte-parole Jonathan Croix vous présente ce collectif, le La Collectif. Donc bonjour, je m'appelle Jonathan Croix. Je suis dessinateur de bande dessinée depuis maintenant, ça va faire une petite vingtaine d'années. C'est toujours resté une passion. Et là, ça fait quelques mois qu'on a sorti un bouquin à plusieurs, un bouquin de bande dessinée, quoi. Jack l'Éventreur, ouais. Vous l'imaginez comment? Moi, je l'ai plus imaginé sur le ton de la pollution. Donc, Jack l'Éventreur, ça coïncide aussi avec le début de l'ère industrielle en Angleterre, donc ça veut dire presque une usine à chaque coin de rue. On n'imagine plus ça maintenant, mais les usines étaient en pleine ville. Voilà, je l'ai plutôt imaginé comme ça, comme ce monstre de pollution qui a rendu une ville complètement folle, quoi. C'est pas évident de créer une bande dessinée à 7, parce que chacun a ses espoirs aussi dans le livre qui sera réalisé au final. Vous avez raconté un petit peu votre manière de voir Jack l'Éventreur. Les autres ont aussi imaginé. Alors ça part dans tous les sens? Ça part dans tous les sens. La thématique, c'était vraiment Jack l'Éventreur. Après, on ne s'était pas dit, tiens, on va conserver le contexte historique. Par exemple, Véronique est partie sur le fait que Jack l'Éventreur puisse être une femme. Martin, lui, est plus parti sur un côté où ce sont des enfants de cœur qui se vengent de leur curé. Donc voilà, sur une même thématique, il y a moyen de l'interpréter de différentes façons. Et là, à 7, je crois qu'on a réussi en tout cas à ce défi-là de ne pas avoir donné 7 fois la même version, ni 7 fois les mêmes tenants et aboutissants à ce mythe, maintes fois interprété et réinterprété. Roulement de tambour maintenant, c'est le moment du grand like. On fait like sur la page de La Collectif. Voilà. Alors, autre roulement de tambour. Ouais. Parce que si vous voulez gagner concours, c'est magnifique. C'est moi qui l'ai. Oui, c'est magnifique, BD. Vous devez partager la vidéo qu'on vient de poster sur notre page Facebook. Hops, si jamais vous voulez voir. Vous devez partager la vidéo et entre tous ceux qui partagent la vidéo, on va faire un tirage au sort pour gagner la BD avec les auteurs signés. Et quand on parle de vidéo, on parle bien évidemment du bonus. Vous retrouverez le portrait des artistes plus en détail sur les réseaux sociaux. Il y a aussi les réseaux sociaux, c'est bien, on en parlera après. Alors, en fait, ils organisent aussi La Collectif un stage et vous pourrez évidemment retrouver toutes les infos sur notre Facebook, le réseau et sur Facebook évidemment. Alors, sur notre plateau, bonjour, nous avons Karine Foll, vous êtes la commissaire de l'exposition Mon Sens au BAM, et Emilio Lopez Menchero, vous êtes artiste, plasticien, architecte, voilà, des tas de choses que vous faites, on en parlera plus tard, et on va parler bien évidemment de l'expo Mon Sens. Alors, première question, évidemment, est-ce que ça avait un sens, est-ce que ça tombait sous le sens d'organiser cette exposition consacrée à l'art brut à Mons au BAM? Alors, au départ, c'est une initiative qui a été prise par des plateformes de concertation pour la santé mentale et par le Carrosse pour le projet auquel Emilio participe. Et le sens, oui, ça a certainement un sens parce que l'objectif de ces deux projets, c'est de ne pas stigmatiser les personnes différentes et c'est d'amener un regard différent sur l'art créé
entre autres en milieu institutionnel, et de surtout éblouir le public par rapport à des créations qui sont quand même très souvent assez étonnantes. Ok, alors il y a 2 grands volets dans cette exposition. Oui. Expliquez-nous un petit peu comment ça se structure. Alors au 2e étage, on commence la visite au 2e étage avec l'exposition L'Art brut d'hier et d'aujourd'hui, qui retrace justement ce regard. Donc on commence au début du XXe siècle avec les psychiatres qui découvrent des œuvres asilées dans le cadre de leur pratique. Ensuite, il y a Dubuffet, Jean Dubuffet, artiste français, qui va inventer en 1945 le terme d'art brut, qui va inclure entre autres ces créations asilées dans l'art brut, mais aussi de l'art médiumnique. Ça veut dire des gens qui disent qu'ils sont guidés par des esprits pour créer. Ah oui. Et donc, oui, tout à fait. Donc, il y a une artiste anglaise. Et d'ailleurs, on voit quelques images là de l'exposition, quelques extraits, le le montage. Voilà, exactement. Donc, les artistes médiumniques sont des artistes qui ne se disent pas l'auteur de leur œuvre, qui disent qu'ils ont été guidés par des esprits, comme on faisait tourner les tables. Hein, l'esprit es-tu là? C'est l'esprit qui les guidait pour faire leur œuvre. Et donc, Dubuffet va dire, il n'y a pas d'art des fous, ça n'existe pas. En fait, ce qui est important, c'est vraiment la création, c'est la force de cette création. Et c'est le fait aussi qu'ils ne s'inscrivent pas dans la culture officielle, ils sont plus purs que les artistes professionnels. Alors ça, Emilio ne sera pas d'accord. Oui, on pourra en discuter. Et puis ensuite, ça c'est plutôt ma vision des choses, c'est le sens de l'œuvre pour le créateur lui-même. Qu'est-ce que ça apporte à des personnes qui sont parfois marginalisées par le biais du handicap ou de la maladie mentale? Qu'est-ce que ça leur apporte de créer? Très souvent, ce sont des œuvres de vie, ce sont des œuvres de survie même. Et ça, c'est le dernier chapitre avec créer pour se protéger, créer pour exister, pour s'ouvrir au monde. Et on termine par une chose assez cocasse qui s'appelle le xysomètre, qui a été inventé par... Le schizomètre, c'est ça? Le xysomètre. Ah, xysomètre. Un okay. xysomètre, donc schizophrénie, xysomètre. Donc c'est un mètre qui a été inventé par Marco de Corpeliada, c'est un nom difficile, et qui permet de se mesurer. Donc d'une part, on a le DSM-4. DSM-4, c'est la classification de toutes les maladies mentales. Oui. Et il a mis ça en parallèle avec le guide Picard des surgelés. Ok, bon. Donc, je vous donne un exemple. Oui. Le 001, c'est par exemple la paranoïa. Eh bien, c'est aussi les pois et carottes surgelés. D'accord. Et donc, ça permet... on ne dit pas je suis parano, on dit je suis pois et carottes. Voilà, exactement. Okay. Et ça permet de totalement re-questionner toutes ces classifications et de dire, voilà, qu'est-ce qui compte finalement? C'est l'individu, quel qu'il soit, et c'est la création aussi, quelle qu'elle soit, au-delà des catégories. Et c'est ça le vrai sens aussi de cette exposition. De création, parlons-en, puisque l'autre volet, c'est l'expo Interaction. Oui. C'est bien ça. Voilà. Dans laquelle sont intervenus des artistes qui ont travaillé avec des résidents du Carrosse, majoritairement. Oui. Et c'est là que vous intervenez, Emilio Lopez Menchero, pardon. Ça, c'est Ruben qui pourrait le dire mieux que moi. Oui. Voilà. Alors, expliquez-nous un petit peu sur quelle thématique vous avez travaillé. Je pense qu'il y a 8 artistes qui ont travaillé. Mais vous, spécifiquement, sur quoi avez-vous travaillé? Alors, à la base, c'est un souvenir d'enfance, justement en Espagne, d'où mon nom, un peu compliqué à prononcer. Pardon. Les cabeçudos, c'est une tradition de cortège. Il y a des géants, il y a des cabeçudos, des grosses têtes. Je me souvenais justement, enfant, de voir ces cortèges, d'en être fasciné. Notamment un cortège qui était parti en courant parce qu'il était en retard pour arriver au début de son périple. Espagnol en retard, c'est pas possible. Hein. Oui, évidemment. Donc, lorsque Karine m'invite à réaliser quelque chose avec des personnes qui ont un handicap, je me suis dit, mais tiens, dans le fond, ce serait peut-être pas mal de faire quelque chose en groupe et quelque chose dans lequel eux ont quelque chose à créer et à dire et surtout à exprimer leur question d'identité. D'où une grosse tête. Donc réaliser une grosse tête, c'était le projet, ça a duré 1 an ou 2. Oui, 2 ans. Où j'ai commencé par les faire dessiner. Oui, on les voit ici. Oui, on les voit sur les faire dessiner, voir quelle tête ils voudraient porter pour un cortège. Donc l'idée finale était de faire un cortège sur la grande place de Mons et même de représenter une sorte de défilé habillé par leurs propres moyens, par leur propre fabrication. Donc ils sont tous
ils se sont tous mis à travailler d'arrache-pied. Et vous avez bousculé un petit peu les habitudes là-bas. Votre manière de travailler ne correspondait pas vraiment aux habitudes d'activité du carrosse. Oui, c'est-à-dire que je me suis mis quelque part, j'ai l'idée, le concept, mais je me mets en retrait. Donc la question de l'ego, je me mets en retrait parce que ce qui m'importe moi, c'est ce qu'eux disent, c'est ce qu'eux veulent montrer et veulent créer. Et c'est quelque chose d'assez difficile à mettre en place parce qu'évidemment il y a malgré tout parfois des problèmes de motricité ou technique, mais l'idée était que la chose finale était vraiment leur invention. Alors la chose finale, parlons-en, parce que je pense que vous avez fait une espèce de balade. On va voir quelques images. C'était quoi? C'était un cortège, le projet final. Voilà, on voit les images. Oui, alors ça, c'est des dessins. Oui. Les croquis, voilà. Les croquis. Ça, c'est une tête réalisée par un des résidents. Un des résidents. Et ici, c'est un petit peu le système... Enfin, une des techniques, parce qu'on a en fait utilisé plusieurs techniques, mais une des techniques, c'est de travailler avec de la terre glaise, donc qui est d'abord des blocs, blocs de briques, puis de la terre glaise, et puis là-dessus, on venait enduire cette terre glaise recouvrir cette terre glaise de papier. Oui, on voit là ici sur notre plateau, il y en a deux. Ou de papier carton ou autre. Et puis, évidemment, la couche finale a beaucoup d'importance parce que c'est celle qui dit des choses. Alors donc vous avez un beau jour débarqué en ville pour l'ouverture des musées au mois d'avril. Comment ça s'est passé? Comment ça a été possible? Comment ils ont vécu cette chose? Alors ils ont vécu ça d'une manière assez intense parce que d'abord ça faisait 2 ans qu'on travaillait sur le projet et c'était le jour J. Et d'ailleurs, c'était étonnant parce que certains d'entre eux que je connaissais plutôt timides ou réservés ou un petit peu pâteaux ou maladroits se sont révélés des excellents danseurs. C'était impressionnant, en fait. C'était impressionnant parce qu'il y a eu tout à coup, c'était un peu comme une fleur qui se déploie tout à coup. C'était magnifique. Oui, et du côté des éducateurs, qu'est-ce qui était ressenti? Parce qu'il y a finalement les deux. Donc. Tout à fait. C'était des personnes très importantes dans tout le processus parce qu'ils connaissent les personnes avec qui ils travaillent, ils m'ont guidé et à la fin on faisait une sorte de famille parce que en espagnol on appelle ça une comparsa. Donc c'est en fait, c'est un peu comme dans le carnaval de Binge, c'est un groupe de personnes qui travaillent à une parade et qui traditionnellement le font chaque année. Ils ont chacun leur rôle. Quelque part, c'est un petit peu l'idée que je voudrais introduire dans le carrosse, c'est l'idée d'une tradition qui s'y instaurerait et qui se développerait dans le temps. Donc là, on a les 16 premières têtes, qui sait, l'année prochaine, il y en aurait encore 3 ou 4 autres, et ainsi de suite. Et ça deviendrait quelque chose d'assez géant, finalement, d'assez... Ça, ce serait plutôt sympathique. Oui, bien sûr. Une nouvelle tradition. Oui, une nouvelle tradition héritée de Mons 2015. Alors revenons un petit peu au premier volet, donc l'évolution du regard sur l'art brut. Comment vous pensez que l'art brut est perçu? Déjà, réexpliquez-nous en quelques mots ce que c'est que l'art brut. Alors l'art brut, c'est vraiment l'invention de Dubuffet, qui a été fasciné par des œuvres qu'il a découvertes, entre autres en milieu psychiatrique, mais qui a voulu surtout trouver des créations qui n'étaient pas dans le circuit officiel, comme je le disais, et duquel les créateurs eux-mêmes ne se disaient pas toujours artistes. Il y a un exemple assez extraordinaire dans l'exposition, il s'appelle Henry Darger, il est américain et pendant toute son existence, il a créé dans son appartement sans en parler à personne. Et il a dessiné des milliers de dessins, écrit sa biographie, fait des dessins extraordinaires. On voit des exemples ici d'art brut. Oui. Et donc, après, quand il a quitté son appartement, les propriétaires ont découvert ce trésor. Et donc, c'est le secret, le silence et la solitude, c'est vraiment créer pour soi-même, par nécessité de créer. Ça, c'est assez important. Et donc, on parle de l'art brut hier, on parle de l'art brut aujourd'hui. Oui. Comment est-ce que tout ça a évolué? Est-ce que moi, j'avais un petit quelque chose à dire par rapport à ça. Je trouve qu'à un moment donné, on a eu l'impression qu'il y avait une espèce de snobisme ou que c'était une espèce de mode. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de posséder ou d'acheter une œuvre c'est devenu un marché, je dirais, parallèle au marché officiel,
Donc il y a des foires d'art outsider aux États-Unis, à Paris, il y a des galeries, etc. Mais cette évolution est liée aussi à l'évolution du regard qu'on porte sur les personnes différentes. Donc on ne peut pas dire c'est seulement une évolution artistique, c'est aussi une évolution de la société. Parce qu'à l'instar de ce qui s'est fait avec l'art, les personnes sont intégrées, il y a eu les médicaments, il y a eu l'intégration de plus en plus, les asiles ont été ouverts finalement, et il y a très peu de personnes qui restent toute leur existence, heureusement d'ailleurs, dans une institution psychiatrique comme c'était le cas au début du XXe siècle. Oui, on s'est rendu compte que ça ne les aidait pas forcément de rester cloîtrés, enfermés, qu'il fallait s'ouvrir. Exactement ce que vous avez fait, Emilio, en les faisant débarquer en ville, quelque chose dont ils n'ont pas forcément l'habitude. Hein. Ça, c'est quelque chose de... Et comment ils réagissent, eux, quand ils savent qu'une de leurs œuvres est exposée? Alors, on ne peut pas généraliser et tous les individus sont différents. Nous aussi, on est tous différents. Donc, pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de portrait type de l'artiste d'art brut. Pour moi, ça n'existe pas. Et donc, je ne peux pas dire ils réagissent tous comme ça. Il y a des cas de figure totalement différents, comme dans le monde de l'art professionnel. Emilio va réagir autrement qu'un autre artiste qui est dans l'exposition. Donc, on ne peut pas dire il y a l'artiste type et voilà leur réaction. Maintenant, il faut toujours rester très prudent par rapport à ce que l'on fait, parce que parfois, on sort des œuvres vraiment d'une intimité. Et en tant que commissaire d'expo, on a un pouvoir sur ces œuvres en les sortant du contexte et en les mettant dans un musée. Donc il faut être certain que la personne est d'accord et c'est pour ça que la relation avec les responsables d'atelier, par exemple, est très importante parce qu'eux peuvent nous dire cette personne est prête ou pas à être montrée au public et à pouvoir affronter ce regard du public. Alors, il y a une autre exposition, un grand événement qui se déroule pour le moment au Château d'Avray. C'est le festival Chambard. On va découvrir quelques images de Géraldine Rutsart qui nous montrent que c'est vraiment le Chambard pour le moment dans le Château d'Avray avec des œuvres d'artistes ennuyés que vous ne verrez nulle part ailleurs. Toutes mes tapisseries sont joyeuses. Elles sont souvent inspirées par les fêtes foraines, le cirque, etc. Ou les carnavals, tout ça. Parce que ce que vous aimez, c'est la couleur? Oui, la couleur, la gaieté. Qu'est-ce que vous préférez ici dans vos personnages? Moi, d'abord le soleil, parce que j'adore le soleil. Presque sur toutes mes tapisseries, il y a un soleil différent. Coudre, tisser, broder, mais surtout imaginer un monde de fantaisie et de couleurs. Un art que Jacques Trovic a appris à maîtriser avec patience. 10 années ont été nécessaires pour réaliser la tapisserie du cirque. Ça prend plus de temps, mais j'adore faire la tapisserie. Toucher les chiffons, les paillettes, tout ça. Parce qu'on voit, il y a quand même beaucoup d'étoffes différents. Ah oui. Bref, Chambard vous propose de découvrir des œuvres qu'on ne pourrait pas voir ailleurs à travers un lieu d'exposition, mais aussi de création artistique. Il y a une résidence d'artistes, donc il y a des artistes comme Nils Dieu par exemple qui viennent quotidiennement et qui viennent travailler et qui continuent leur création au final ici. Moi habituellement je vais un jour dans un hôpital psychiatrique ici à Mons et j'aime mieux venir ici, c'est plus gai. J'aime bien peindre, en fait je crois que ça me permet parfois de m'évader des choses que j'ai dans ma tête, qui ne sont parfois pas très positives, et ça me permet de tenir le coup. Ce qui compte, je pense, quand on se retrouve devant la feuille blanche, c'est ce qu'il y a là. Et puis c'est l'intensité qu'on va y mettre, quoi. Et là, dans tous ces tableaux, vous allez voir, vous avez des gens qui ont une force émotionnelle et qui nous transmettent cette force, quoi. Et c'est quand même chapeau bas. C'est impressionnant. C'est absolument impressionnant. Et d'ailleurs, tu vas liker la page. Oui. En fait, tous ceux qui veulent aller au Château d'Avray, voilà, ici, vous allez retrouver toutes les infos sur la page de 6 cartes. Voilà. Moi aussi, j'y vais. On va y aller, évidemment. Et sur ce plateau, nous a rejoint André Delvigne, qui justement collabore avec ce festival Chambard. Vous chapeautez un petit peu l'événement. Vous êtes art-thérapeute et vous êtes référent culturel aussi pour le Chêne Noé. Oui. Voilà, donc ça veut dire
que vous travaillez de façon artistique avec les résidents. De quelle manière ça s'est articulé, ça s'est conçu, ce festival Chambard? Je pense qu'il y a un lien, d'ailleurs, entre Monsens... évident, évidemment, parce que Karine nous avait demandé à Françoise Rollin, qui est la directrice de Psychart, à Bruno Gérard, qui est le commissaire de l'exposition au festival. Qu'on a vu, d'ailleurs, dans le et qui sujet. participe aussi dans l'expo Monsens, d'écumer la région, le Hainaut, pour trouver des artistes, des œuvres de qualité. Et finalement, puisque à mon sens, bon, il y avait peu de place pour en exposer beaucoup, on s'est dit que finalement, ce serait vraiment une chouette idée de faire l'expo annuelle de Psychart à Mons en 2015 et de montrer toutes ces œuvres qu'on avait récoltées au long du parcours, quoi. Dans vos recherches. Alors, ça va se dérouler dans un lieu magnifique que vous allez habiter durant plus d'une semaine. Oh, 3 semaines, en fait, depuis le 12 jusqu'au 1er juillet. Oui, c'est moi qui ne compte pas du tout bien. Alors, vous allez occuper les moindres recoins, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que vous allez offrir au public comme possibilité? Et donc, au départ, on voulait faire une exposition. C'est une magnifique exposition. D'ailleurs, je vous invite à venir. Ben oui, on a vu d'ailleurs dans les images quelqu'un que vous connaissez bien aussi. Les neurones en venant voir cette exposition magnifique, mais on s'est dit qu'on allait aller plus loin et donc on offre un grand panel d'ateliers, des ateliers comme on peut les vivre parfois en institution ou même à l'extérieur. Il y a du théâtre, il y a un gros week-end de la musique qui arrive et pendant ces 2 jours, on va aussi offrir au public un panel de 11 concerts depuis la musique classique, du rock, du du slam. Et aussi, il y a d'ailleurs dans ce week-end un projet qui est réalisé par Nicolas, qui a gagné le prix du slam là-bas à Paris. Mais comme quoi tout se recoupe dans cette émission, c'est magique. Bon. Alors c'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous, évidemment. Et puis, si vous voulez, il y a des ateliers qui sont libres et des ateliers où il faut s'inscrire. Et il y a une très bonne ambiance, en tout cas, depuis que ça a commencé. Voilà. Tous les infos sont chambard.be sur votre site web. Et alors, les résidents, certains seront là en train de travailler. Donc, il y a des artistes en résidence, donc ce ne sont pas des résidents, ce sont des artistes en résidence qui viennent soit d'institutions ou des artistes, je veux dire, comme Emilio, je l'invite à venir passer quelques heures au festival dans un atelier, quoi, de venir nous montrer. Et il y a moyen de tester quoi? On peut tester la peinture, la sculpture. On a passé le week-end à faire des épouvantails. Pour Mons 2015, d'ailleurs, pour un projet Mons 2015 en lien avec la Biennale des épouvantails de Timouji. Et donc, on s'est beaucoup amusé. Voilà, alors, ce qui est important, c'est évidemment, comme on en parlait, le regard sur l'œuvre, mais aussi pour les résidents dans les institutions, le regard qu'on pose sur eux au travers de leurs œuvres. C'est la rencontre de 2 mondes. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe, comment ils le vivent, et vous aussi. Mais d'abord, je voudrais dire que ce ne sont pas seulement des résidents d'institutions pour handicapés mentaux, mais aussi d'institutions psychiatriques, et aussi des artistes qu'on a rencontrés qui finalement partageaient un peu peut-être les mêmes critères esthétiques ou une même vision de cet art. Et donc, c'est comme ça qu'on a réuni des gens qui sont parfois peut-être des débutants en art et d'autres qui sont des artistes confirmés. Je pense à Niels Dieu ou à Bell qui, lui, commence et a impressionné tout le monde par la qualité de ses œuvres. Alors, pour donner véritablement envie à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, de vous rejoindre au Château d'Avray, en quelques mots, donnez-nous envie. Mais si vous ne venez pas, vous allez vous créer des ennemis. Donc, je vais vous en vouloir très fort et ça durera très longtemps. Non, bien évidemment, mais c'est la qualité de l'exposition. Elle est fabuleuse. Ce sont des artistes de la région. Finalement, et d'ailleurs, on a une petite vidéo qui passe là. Il n'y a pas tant de place que ça pour les artistes de la région. Et là, on a vraiment une très très belle expo autour de nos artistes.
On va prendre le fauteuil volant oui, et on se plante au château. Un week-end de la musique très complet, une pièce de théâtre à la fin du festival. Enfin, ça dure encore 3 semaines, donc vous avez le temps de ne pas vous faire un ennemi. C'est parfait pour les familles aussi? Alors oui, absolument. Pour vous dire au revoir, évidemment, on va revoir cette petite vidéo. On vous voit, à mon sens, au BAM. Oui. Vous pouvez redonner les dates? Du 20 juin au 6 septembre. Voilà, donc on vous retrouve. On retrouvera des vidéos, évidemment, des travaux que vous avez effectués au BAM. Et puis, ces têtes en papier mâché qui seront exposées. Merci à vous. Merci. Et voilà, tout de suite, la petite vidéo du Festival Chambard. Ah ben voilà, sans transition, on rejoint un petit village des environs de Mons qui s'appelle Anzy. Anzy qui va devenir village du monde. Bonjour Anna-Maria Livolsi, vous êtes un peu la coordinatrice de ce projet à Anzy. Expliquez-nous un petit peu, Anzy, village du monde, pourquoi avoir choisi ce thème? Voilà, donc Anzy Village du Mont, c'est ce week-end, le 20 juin. Donc ça débute très tôt le matin par un ensemble d'ateliers qui vont tourner autour du thème de la multiculturalité et de la musicalité aussi surtout, puisque notre partenaire privilégié c'est Amadeus Orchestra, qui va orchestrer, on va dire, toute la journée au niveau de la grande scène, où un ensemble d'associations vont se succéder. Et avant de parler du programme avec quelques moments forts, expliquez-nous un petit peu pourquoi. Il y a une raison véritablement à ce choix de village du monde, à ce choix de la multiculturalité. C'était une évidence. On va dire que c'était vraiment une évidence à la multiculturalité. Nous avons beaucoup de communautés présentes sur le territoire. Oui, je pense qu'il y en a pratiquement 21 communautés. Oui, c'est ça, on a 21 nationalités, en tout cas sur l'entité, c'est vrai. Et nous avons déjà inauguré l'an dernier notre première fête de la multiculturalité qui a eu vraiment un très beau succès où on avait pu rencontrer les cultures, on va dire, marocaines, turques, polonaises, qui présentaient un peu leur culture, soit au niveau de la littérature, soit au niveau culinaire. Ça passe aussi par ça, la découverte de l'autre. Et tout naturellement, quand la Fondation Mons-Umbilical nous a interrogés pour mener un projet dans le cadre du Grand Ouest, la commune est directement partie vers la multiculturalité parce que c'est vraiment l'art de vivre ensemble, tout naturellement à Anzy. Alors expliquez-nous les moments forts de ce week-end à Anzy. Ah ben il y en a plusieurs, donc ça débute. Donc, on a le programme ici. Oui, c'est ça. Comme ça, on peut vous aider. Avec la balade parcours. Il y a pas mal de. Pardon. Alors, avec la balade. Il y a une balade. Voilà, il y a vraiment une balade qui commence le matin. On veut faire découvrir notre région, qui est réputée aussi par sa ruralité. Il y a des très beaux paysages à voir. C'est très reposant de vivre à Anzy. J'invite tout le monde à venir. Cool. Et donc, on va découvrir par une balade, en fait, qui est organisée, tous les sites historiques et importants qui traversent Anzy. Je pense à la chaussée romaine, par exemple, il faut le savoir, ou des lieux importants. Et donc, c'est une balade et on va s'arrêter, on va expliquer aux personnes le lieu. Ensuite, il y a tout un ensemble d'ateliers qui a lieu toute la journée autour du thème en fait, de l'écriture. Notamment, il y a un lâcher de ballon à 18h qui est organisé avec toutes ces petites cartes postales qui vont être écrites par des adultes et par des enfants sur le thème de la multiculturalité et qui vont s'envoler à 18h. Donc un petit message à destination d'on ne sait qui. On sait qui. Et qui pourra parler sans doute. Exactement. Donc peut-être vous allez vous lever un matin avec un petit message dans votre jardin sur la multiculturalité qui va peut-être vous parler ou vous toucher.
Des ateliers, je vois aussi. Des ateliers, oui. Il y a des ateliers culinaires, il y a des ateliers de henné, où on va expliquer en fait pourquoi notamment les femmes marocaines se font tatouer à la veille de leur mariage. Oui, parce que comprendre, c'est important aussi. Voilà, c'est ça. C'était vraiment le mot d'ordre et que les associations y tenaient beaucoup, et les associations et les communautés présentes ce jour-là, c'est de présenter, faire comprendre ses traditions, sa culture, le pourquoi. Alors justement, pourquoi on a une robe sur le plateau, voilà. Donc c'est un caftan. Qui s'appelle un caftan. Et alors la raison pour laquelle vous allez parler de caftan lors de ce festival, lors de ce Grand Ouest, expliquez-nous un petit peu, c'est très joli déjà. Oui, c'est ça. Donc il y a un défilé de caftan qui est organisé. Un caftan, c'est un habit traditionnel. Ici en l'occurrence, c'est la communauté marocaine qui nous a prêté ce caftan. Ils revêtent ce costume pour des grands événements, notamment le mariage, où la mariée elle-même va porter un caftan le jour de son mariage, enfin le jour, plusieurs jours, parce que ça dure plusieurs jours. Et il y a une signification, en fait, à ce que la mariée change de tenue durant les 3 jours que dure le mariage, par exemple, pour un mariage marocain. Et je vous invite à venir le découvrir. Ah, vous ne nous le direz pas, moi j'ai envie de savoir. Ce sera expliqué, notamment lors du défilé. On va expliquer le choix des tissus, le pourquoi, et il y a des couleurs spécifiques, notamment. Ensuite, en fait, à 16h, il y a un grand concert qui est chanté par les enfants de l'entité. Toutes les écoles ont contribué, tous raisons confondues. Ils ont été encadrés en fait par Amadeus Orchestra. Donc il y a un professeur qui depuis janvier les suit. Ils ont répété tout un tas de chants. Et voilà, il y aura l'apothéose à 16h. D'ailleurs, je remercie tous les directeurs d'école qui ont vraiment bien contribué à l'organisation parce que c'est pas évident de faire répéter plus de 300 élèves en même temps sur des chants différents. Mais c'est vraiment un très beau spectacle à venir voir. Et le soir, ça se termine par un très grand concert d'Amadeus Orchestra qui va reprendre l'opéra de Verdi, La force du destin. Et c'est aussi un moment très fort de la journée. Alors un autre grand moment, c'est que justement ce Grand Ouest se déroule durant le Ramadan. Oui. Et alors expliquez-moi un petit peu ce qui va se passer. Hasard du calendrier, ça se déroule le jour du Ramadan, donc pour des communautés marocaines et turques. Et la communauté marocaine a décidé de rompre le jeûne le soir en invitant qui veut se joindre à eux. Donc il y a un grand repas qui est organisé pour les personnes qui seraient intéressées. Il suffit d'aller sur mons.eu pour pouvoir s'inscrire. On a ici 2015, voilà. Et envoyer. Absolument. Donc c'est une belle manière pour Anzi de démontrer qu'il y a moyen de vivre ensemble, j'imagine, et de lutter un petit peu contre les extrémismes. C'est un peu ça le message encore une fois, c'est une évidence. Et on va dire qu'Anzi en elle-même est déjà un exemple qu'on s'est vivre de manière tout à fait naturelle et dans une bonne ambiance au quotidien. On n'a pas attendu le 20 juin pour le faire, en tout cas. Non, on imagine bien. Eh bien. On a hâte de découvrir ça à partir de ce week-end à Anzi. Voilà. Alors maintenant, on va faire notre petit photo finale, à nous, notre moment de multiculturel, absolument, notre moment de partage à nous, voilà. Hop, hop, hop. Notre selfie. Alors, on va évoquer le sujet de la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, voilà, ce sera la dernière émission de la saison et on va évoquer avec vous la réouverture du Mundaneum et la réouverture aussi du Beffroi. Découvrez ça avec nous la semaine prochaine. Alors, salut à la caméra et puis, vers l'iPad. Oui. Salut. Salut. Ici, maman. Maintenant ici. André, viens.